Bienvenue à toi public. Nous allons aborder aujourd'hui la notion de titrage et plus particulièrement de titrage en oxydoréduction. Effectuer un titrage, c'est déterminer la concentration d'une solution inconnue. Cette solution, on lui donne le nom de solution titrée. Dans le cas présent, aujourd'hui, dans l'exemple que nous allons étudier, c'est une solution d'ion fer 2+. Afin de déterminer cette concentration, ce titre en ion fer 2+, on va utiliser une solution de permanganate de potassium dans la burette ici, dont on connaît la concentration. Cette solution de permanganate de potassium est appelée la solution titrante. La première étape lorsque l'on va faire un titrage, que l'on appelle également dosage, c'est de déterminer l'équation qui va servir de support à ce titrage. En effet, il faut qu'il y ait une transformation chimique entre deux espèces. Les deux espèces que l'on va faire réagir l'une avec l'autre dans ce titrage sont l'ion permanganate ici qui est violet, présent dans la burette, et l'ion fer 2+, qui a une couleur vert pâle et qui est présent dans le bécher ici. Lorsque l'on fait réagir le permanganate de potassium avec les ions fer 2+, je vais vous montrer la vidéo. Voilà, le permanganate est dans le bécher, on le verse dans une solution d'ion fer 2+, légèrement colorée en vert. On s'aperçoit qu'il y a une décoloration des ions permanganate. Cette décoloration des ions permanganate est liée à la transformation chimique. En effet, lors de cette transformation chimique, les ions permanganate colorés en violet se transforment en ions manganèse, qui eux sont incolores. Les ions fer 2+, eux, sont une couleur vert pâle. Et lors de cette transformation chimique, ils vont se transformer en ions fer 3, qui ont une couleur légèrement rouille. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, vous constaterez qu'il y a une petite coloration légèrement orangée dans le bécher. Cette caractéristique des ions permanganate est très intéressante, parce qu'au début du titrage, lorsqu'il n'y a que des ions fer 2+, on va ajouter du permanganate dans la solution, et ce permanganate va se décolorer, car dans la solution, il y a encore des ions fer 2+. Par contre, à un moment donné, on va ajouter une quantité de permanganate qui sera suffisamment importante pour que tous les ions fer 2+, initialement présents dans la solution titrée, aient réagi. Il n'y aura donc plus d'ions fer 2+ dans cette solution, ils seront limitants, et les ions permanganate que l'on va ajouter dans la solution ne pourront plus se transformer, et donc vont teinter cette solution en violet. Ce qui est relativement pratique en oxydoréduction, puisqu'on va pouvoir visuellement déterminer à quel moment il y a changement de réactif limitant. Au tout début de la transformation chimique, le réactif limitant, ce sont les ions permanganate, mais à la fin de la transformation chimique, à la fin du titrage, ce sont les ions fer 2+ qui sont devenus limitants. Les trois caractéristiques que doit avoir une réaction qui peut servir de support à un titrage, il faut qu'elle soit rapide, unique et totale. Vous l'avez vu sur la vidéo, la transformation des ions permanganate en ions manganèse est rapide. On n'imagine pas qu'il faille attendre 20 minutes avant que cette transformation se fasse. Le titrage serait alors difficile à effectuer. Unique. Les ions permanganate ainsi que les ions fer 2+ ne doivent réagir que l'un avec l'autre. En effet, vous allez le voir dans la diapo suivante, on va établir une relation entre les quantités de matière d'ion fer 2+ et les quantités d'ion permanganate lorsqu'il y aura ce changement de réactif limitant. Donc il est important que le permanganate ne réagisse pas avec une autre espèce chimique. Il est également important que cette transformation soit totale. En effet, imaginez que tout le permanganate ne réagisse pas avec les ions fer 2+, les ions permanganate qui resteraient en solution viendraient teinter la solution dans le bécher, et au final, on ne pourrait plus visuellement repérer ce changement de réactif limitant. Passons maintenant à la notion d'équivalence. Le fer, la solution de fer, a été introduite dans le bécher de manière précise. Nous avons fait un prélèvement avec une pipette dans l'immense majorité des cas. Sa concentration est inconnue. Le permanganate de potassium, nous connaissons sa concentration et nous allons l'introduire à l'aide de la burette. Vous voyez ici l'apparition d'une notion qui s'appelle le volume à l'équivalence. Le volume à l'équivalence correspond au volume de solution titrante
donc de solution de permanganate que l'on aura introduit dans le bécher lorsqu'il y aura ce changement de réactif limitant. La définition de l'équivalence, je vous en propose deux. À l'équivalence, tous les réactifs sont limitants. C'est-à-dire que il ne reste plus ni permanganate ni ion fer dans cette solution. Et au final, les deux quantités de matière sont égales à 0. D'un point de vue plus pratique, lorsque vous allez effectuer ce titrage, vous allez voir un changement de coloration, l'apparition d'une coloration violette, comme je l'ai représenté sur la diapositive, qui est liée à l'excès d'ion permanganate dans la solution. C'est pour ça que de manière un tout petit peu plus rigoureuse, je vous propose aussi cette définition de l'équivalence. À l'équivalence, il y a changement de réactif limitant. En effet, avant l'équivalence, les ions permanganate étaient limitants, mais après l'équivalence, ils deviennent en excès. C'est ce qui nous permet de repérer le changement de couleur. Néanmoins, la première définition permet d'écrire cette relation en termes de quantité de matière, que la quantité de matière d'ion permanganate introduite, concentration en permanganate fois le volume à l'équivalence, moins l'avancement à l'équivalence est égal à 0. Cette même relation est établie pour les ions fer2 à l'équivalence. Il ne reste plus ni l'un ni l'autre. Ce qui va nous permettre d'écrire un système d'équations. Je n'ai fait que ressortir les deux équations présentes dans le tableau d'avancement et les mettre sous forme de système. N'oubliez pas, attention, le grand classique, le coefficient stoichiométrique, à cet endroit-là, que vous devez retrouver comme produit de l'avancement à l'équivalence. Si j'isole l'avancement à l'équivalence, x équivalent, de chaque côté, je vais me retrouver avec la relation suivante. Là, j'ai divisé ce terme-là par 5 pour me retrouver avec x équivalent. Ces deux équations-là sont égales à l'avancement à l'équivalence. Toutes les deux. C'est donc qu'elles sont égales entre elles. Et je peux établir une relation entre finalement la concentration en ion fer2 qui est inconnue, en solution titrée, le volume de prélèvement que j'ai maîtrisé, ça c'est vous qui le décidez en TP, vous décidez de prélever un volume de 10, 20, 25 millilitres ou même plus, la concentration en permanganate de potassium qui est connue, et le volume à l'équivalence que je vais lire sur la burette. Donc ce qui fait que dans cette équation, il n'y a plus qu'une inconnue, la concentration en ion fer2. Ce qui nous permet de déterminer finalement le titre de cette solution, la concentration de cette solution en fer2. J'ajoute que cette relation ici est une égalité en termes de quantité de matière. Le produit de la concentration en ion fer2 par le volume de prélèvement en fer correspond à la quantité de fer introduite dans le bécher initialement avant le titrage. La quantité de permanganate, elle aussi, correspond au produit de sa concentration par le volume à l'équivalence. Donc après, il n'y a plus qu'une petite manipulation en algèbre afin de déterminer la concentration en ion fer2+, et donc déterminer le titre de cette solution inconnue. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir comment mettre en pratique le titrage, parce qu'il faut préparer la solution titrée et préparer la solution titrante. Donc dans le premier cas, je vous propose d'étudier la préparation de la solution titrée. Vous trouverez également dans la playlist une vidéo de la réalisation pratique de la préparation de cette solution titrée. Alors en termes de matériel, il vous faut un flacon contenant la solution mère de solution titrée, 2 béchers, un verre à pied qui va vous servir de poubelle, une pipette jaugée, une propipette. Donc la première étape, lorsque l'on va introduire cette solution titrée, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un bécher propre et sec qui va servir au titrage. Donc dans ce cas-là, vous le placez directement sur l'agitateur magnétique. S'il n'est pas propre et sec, il faut procéder à son lavage à l'eau du robinet, puis à l'eau distillée. On ne sèche pas la verrerie parce que vous ne savez jamais ce qu'il y a sur les chiffons et vous pourriez polluer les parois de votre bécher. Maintenant, pour préparer le volume de prélèvement, on va utiliser dans cet exemple-ci une pipette de 10 ml. Une erreur qui n'est à ne surtout pas commettre, ce serait de prélever directement dans la solution mère.
Pour quelle raison? C'est simple. Votre pipette est peut-être contaminée, elle a peut-être mal été nettoyée, et si vous prélevez dans la solution mère, vous contaminez le flacon pour toute la classe. Donc la première des choses, c'est de passer par un bécher intermédiaire. Donc de transvaser cette solution mère dans un bécher intermédiaire. Si le bécher est propre et sec, dans ce cas-là, pas de souci. Sinon, vous le lavez à l'eau, puis à l'eau distillée. Dans ce cas-là, si vous le lavez à l'eau distillée, il restera de l'eau sur les parois et il faudra procéder à un équilibre de concentration. Sinon, l'eau qui est sur les parois va diluer la solution mère. Ensuite, la pipette. La pipette, on va avoir le même raisonnement. La pipette, vous la lavez à l'eau distillée et vous faites également un équilibre de concentration. Le reste de produit, le reste de solution mère que vous aurez prélevé dans la pipette va dans le verre à pied qui nous sert de poubelle. Il n'y a jamais rien qui revient dans la solution mère pour les mêmes raisons de pollution. Ensuite, vous effectuez le prélèvement à l'aide de la propipette. Vous veillez bien à vérifier si votre pipette est une pipette à un trait ou une pipette à deux traits, afin d'introduire correctement le bon volume de solution titrée dans le bécher. Si jamais vous voulez et vous souhaitez rajouter de l'eau distillée dans le bécher pour une raison, c'est possible. De toute manière, cela ne changera pas la quantité de matière de solution titrée que vous avez introduite. La quantité de matière dépend du volume de la pipette et de la concentration de la solution qui est à l'intérieur. Que vous rajoutiez ou non de l'eau dedans, de l'eau distillée évidemment, cela ne modifiera pas la quantité de matière. Voyons maintenant comment préparer la solution titrante, celle que vous allez mettre dans la burette. Cette solution titrante, s'il n'y a pas de dilution nécessaire à la solution titrante, vous allez pouvoir l'introduire directement dans la burette. Alors si le bidon le permet, s'il est petit, s'il a un bec verseur, vous pouvez faire un transfert direct sur la burette grâce à la petite collerette en forme d'entonnoir qui est située sur le dessus. Alors avant de le faire, évidemment, vous lavez la burette à l'eau distillée, vous faites l'équilibre de concentration, vous introduisez ensuite la solution mère, vous chassez les bulles et vous faites le zéro. Là, je vous invite à regarder ces différentes étapes sur la vidéo qui sera consacrée également à l'utilisation de la burette. Si jamais vous ne pouvez pas transférer directement cette solution titrante dans la burette, vous allez devoir passer par un bécher intermédiaire. Si le bécher est propre et sec, pas de problème, vous introduirez directement la solution mère. Si jamais il n'est pas propre et ou pas sec, dans ce cas-là, vous mettez de l'eau courante, puis de l'eau distillée, vous pratiquez un équilibre de concentration et vous transférez le volume adéquat de solution mère. Alors attention, par souci d'économie et d'écologie, les burettes dont vous disposez ont un certain volume, 25-50 ml. Il est donc inutile de remplir votre bécher de 100 ml si vous n'allez utiliser qu'un volume de 25. Ce serait gâcher de la solution mère. Donc soyez toujours vigilants sur ces problèmes d'économie et d'écologie également. On évite de rejeter un maximum de produits chimiques. C'est toujours mieux pour l'environnement. Dans le cadre d'une dilution, si une dilution est nécessaire à la solution titrante, et bien dans ce cas-là, vous allez devoir faire un prélèvement. Comme tout à l'heure, on ne prélève jamais dans la solution mère directement avec la pipette. Donc vous allez prendre de cette solution mère dans un bécher propre et sec. Sinon, vous pratiquez de la même manière un équilibre de concentration. Attention également au volume de transfert de solution mère. Voilà, ne pas en prendre trop. Vous prenez une pipette que vous allez laver à l'eau distillée, dont vous allez faire l'équilibre de concentration et vous allez effectuer votre prélèvement. Donc ce prélèvement, vous allez l'introduire dans une fiole jaugée. Cette fiole jaugée, il faut la laver. Surtout, ne faites pas d'équilibre de concentration avec la fiole jaugée. Je vous rappelle, l'objectif est d'introduire et de maîtriser la concentration de la solution titrante. Or, la concentration de cette solution titrante dépend de la quantité de matière présente dans la pipette. Il serait absurde de déposer du permanganate de potassium sur les parois de cette fiole, puis d'introduire un volume extrêmement précis de permanganate de potassium. Au final, on ne maîtriserait pas la quantité de permanganate de potassium présente à l'intérieur de la fiole jaugée. Donc, on la lave à l'eau distillée, puis on fait le prélèvement que l'on introduit à l'intérieur. On n'oublie pas de mettre le bouchon et surtout, on n'oublie pas d'homogénéiser. Sans quoi, votre volume de prélèvement va rester dans le fond, vous allez ajouter de l'eau distillée
Et quand vous allez remplir votre burette, vous allez remplir votre burette avec une solution sous-concentrée, parce que vous allez surtout introduire l'eau distillée que vous avez rajouté à la fin. Alors, sur la burette, il va falloir faire le zéro de burette, c'est-à-dire mettre le volume de solution titrante, le calibrer sur le zéro pour pouvoir maîtriser bien précisément le volume que l'on va introduire. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez une burette complètement transparente, et dans ce cas-là, vous allez vous fier au bas du ménisque, c'est-à-dire que le liquide à l'intérieur de votre burette va former une petite courbe comme celle-ci, que l'on appelle un ménisque, et vous allez placer le zéro de burette au niveau du bas du ménisque. Ça, c'est dans le cas où vous avez une burette transparente. Si jamais vous avez une solution très foncée, ce qui peut être le cas avec le permanganate de potassium s'il est concentré, dans ce cas-là, vous n'arriverez pas à voir le bas du ménisque. Et la règle veut que l'on prenne le haut du ménisque. De toute manière, si vous prenez, pour faire votre zéro, le haut du ménisque, et bien vous allez également prendre le haut du ménisque pour faire vos mesures et vos lectures de volume par la suite dans la manipulation. Si jamais vous avez une burette munie d'un trait bleu, c'est le petit trait bleu que l'on voit ici au fond, ben ce petit trait bleu au niveau du ménisque se resserre. Vous voyez ici, il a une forme de pointe. C'est cette pointe-là qu'il va falloir placer sur le zéro qui est ici. Donc là, le zéro de burette n'est pas correctement ajusté. Donc la première des choses, c'est de placer ses yeux bien au niveau du zéro et de distinguer ce rétrécissement au niveau du petit trait bleu. Un bon zéro de burette, ça doit ressembler à ceci. Voilà, vous voyez le rétrécissement de la ligne bleue dans le fond de la burette est bien ajusté sur la graduation 0 ml introduit de cette burette. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le titrage en oxydoréduction vous a aidé. N'oubliez pas de regarder la version pratique, la manipulation en TP, également disponible en vidéo sur la playlist, afin de se faire une idée de la réalisation et de la mise en œuvre pratique. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.